Bonsoir à tous et bonne année à tous. Donc voilà, pour notre premier webinaire de 2022, on est très heureux aujourd'hui de recevoir François Ekal, qui est centralien, énarque, qui a notamment travaillé à la Cour des comptes et qui maintenant est président de FIPECO et qui est connu notamment pour faire de nombreuses publications très, très intéressantes sur les finances publiques et des interventions télé, notamment sur BFM Business, et sûrement d'autres. Donc voilà, aujourd'hui, François va nous parler de la situation des finances publiques et des perspectives, sujet très important pour Exurso, qui était à l'origine de notre groupe. Je vois que Hubert Lévy-Lambert nous a joint. Je sais que la question des finances publiques est très importante pour lui. Donc, on va faire comme d'habitude. Donc, François va nous faire un propos introductif d'une vingtaine de minutes et après, vous pouvez lui poser des questions directement via le chat que je posterai à François ou éventuellement en demandant la parole en utilisant la fonction lever la main de Zoom. Voilà, François, c'est à vous pour votre propos introductif. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous et merci d'abord de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler, on va me demander de vous parler de la situation et des perspectives des finances publiques en France. Je vais commencer quand même par une définition parce qu'on va parler de déficit public et de dette publique. Et donc, je voulais quand même rappeler d'abord que le déficit et la dette publique, ce n'est pas seulement le déficit et la dette de l'État, hein, c'est le déficit et la dette de l'ensemble des administrations publiques au sens des comptes nationaux. Et les administrations publiques au sens des comptes nationaux, c'est l'État, bien sûr, les collectivités locales, les régimes de sécurité sociale et toute une série d'établissements publics, principalement non marchands, qui sont contrôlés soit par l'État, soit par les collectivités locales. Donc, c'est le déficit et la dette consolidée de cet ensemble dont on parle quand on parle, normalement, quand on parle de déficit et de dette publique. Alors, vous m'avez demandé de parler de la situation et des perspectives. Donc, je vais commencer par la situation de la France, mais très rapidement, parce que voilà, c'est assez vite décrit, et parler après plus longuement des perspectives qui sont devant nous. La situation des finances publiques, on peut la résumer en quelques chiffres. Hein. Le déficit public en 2020, il était de l'ordre de 9% du produit intérieur brut, hein, le PIB. Et en 2021, il devrait être de l'ordre de 8%, peut-être un peu moins que 8%, nous a dit le ministre de l'économie, mais enfin, de cet ordre de grandeur. Quant à la dette, eh bien, elle était à peu près 115% du PIB à la fin de 2020 et elle sera probablement aussi aux alentours de 115% du PIB à la fin de 2021. Alors, ce qui est intéressant, c'est de nous situer, et c'est intéressant aussi après, quand on verra les perspectives, c'est de nous situer par rapport aux autres pays de la zone euro. En fait, il y a 19 pays dans la zone euro. On fait partie d'un groupe de 9 pays dont la dette publique est supérieure à 110% du PIB. Ces 9 pays sont tous au sud, sauf la Belgique, la France étant au sud, sont tous des pays méditerranéens sauf la Belgique. Et puis, les 12 autres pays de la zone euro, ils ont une dette qui, elle, est inférieure à 85% du PIB. Et ces autres pays de la zone euro, ils sont tous au nord, sauf Malte. Et donc, on a un fossé nord-sud qui s'est creusé, notamment qui se creuse depuis longtemps, mais qui s'est encore creusé avec la crise de 2020-2021, avec un écart considérable donc, entre les dettes publiques de ces deux groupes. Quant à l'Allemagne, elle avait fin 2020 une dette qui était un petit peu inférieure à 70% du PIB. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les dettes publiques de la France et de l'Allemagne, il y a 10 ans, elles étaient quasiment identiques. Depuis l'entrée dans la zone euro à la fin des années 90 jusqu'à 2010, les dettes publiques françaises et allemandes ne s'écartaient que de 1 ou 2 points de PIB et elles se sont mises à diverger à partir de 2010. Donc voilà quelle est la situation, déficit très élevé, dette très élevée. Et donc la question principale,
c'est que va-t-il se passer? Quelles sont les perspectives? Alors, dans un premier temps, je vous présenterai les perspectives vues par le gouvernement. Et dans un deuxième temps, on verrait ce qui risque de se passer si on n'arrive pas à faire ce que prévoit le gouvernement. Et qu'est-ce qu'il prévoit de faire? D'abord, il a établi des projections à long terme de finances publiques, de croissance macroéconomique, dans ce qu'on appelle un programme de stabilité en avril dernier. C'est un document qui doit être envoyé à la Commission européenne tous les ans et qui établit la programmation des finances publiques sur, en général, 5 ans. Donc, c'est en fait à l'horizon du prochain quinquennat. Ça a été actualisé à l'occasion du projet de loi de finances pour 2022, en septembre. Dans 2 ou 3 jours, j'en présenterai une actualisation avec des informations un peu plus récentes dans une note que va publier l'Institut Montaigne. Qu'est-ce que ça nous dit? Ce que prévoit le gouvernement, c'est d'abord qu'il y a une réduction assez forte du déficit public en 2022-2023. Mais ça, c'est assez normal. Il devrait revenir en 2023 vers 5% du PIB. Et ça, c'est assez normal. Ça résulte de 2 choses. D'abord, il y a toujours un rebond de la croissance, de l'activité. En 2022, on prévoit encore une croissance de l'ordre de 4%. Donc, c'est toujours assez important. Et puis, surtout, en 2022 et 2023, on a normalement, si la situation sanitaire ne se dégrade pas trop, on a normalement une disparition progressive des mesures d'urgence et de relance. Donc, on a une réduction mécanique des dépenses publiques, une augmentation mécanique des recettes parce qu'il y a un rebond d'activité. Et donc, voilà, on a une réduction assez mécanique du déficit qui est prévu en 2022-2023. Au-delà de 2023, ce que prévoit le gouvernement, c'est en fait de ramener le déficit vers un peu en dessous de 3% du PIB à l'horizon de 2027, le fameux seuil de 3% du PIB du traité de Maastricht. Donc, on y serait en 2027, très légèrement en dessous. Quant à la dette publique, ce qui est prévu, c'est en fait simplement de la stabiliser. Resterait quasiment toujours autour de 115% du PIB, 114, 115, avec un maximum vers 116% du PIB vers 2024-2025, puis ensuite une très légère baisse jusque vers à nouveau 114% du PIB à peu près en 2027. Donc, en fait, voilà, avec ces projections, on arrive simplement à stabiliser la dette à cet horizon. Alors pour ça, pour arriver à ça, il y a un scénario macroéconomique derrière, des prévisions de croissance. On peut considérer qu'elles sont peut-être un peu optimistes, mais bon, probablement pas trop. Il y a quand même une grande incertitude sur la croissance à cet horizon, ne serait-ce que sur la croissance déjà en 2022. Mais c'est un scénario dans lequel aussi il n'y a pas de nouvelles mesures fiscales. On raisonne, le gouvernement considère que les mesures déjà votées sont appliquées. Donc, il y a en 2022-2023, il y a la fin de la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, mais ça ne va pas au-delà. Voilà, donc il n'y a ni hausse ni baisse nouvelle des impôts. Et ce qui est très important, en fait, le point fondamental, c'est que pour arriver à ce résultat qu'on peut considérer comme pas très ambitieux, eh bien, il y a une croissance des dépenses publiques qui est très faible. Il y a une croissance des dépenses publiques en volume, c'est-à-dire en euros constants, qui est en moyenne sur les années 2023-2027, qui est en moyenne de 0,7% par an, hors mesures d'urgence et de relance, c'est-à-dire sans tenir compte du fait qu'on a une baisse des mesures d'urgence et de relance. Si on les intégrait, ça ne serait pas 0,7, ça serait beaucoup moins, ça serait 0,2. Donc, on a une mesure, mais l'intérêt de ce 0,7, c'est que voilà, c'est la croissance des dépenses normales, hors mesure d'urgence et de relance. Et pour une croissance des dépenses normales, 0,7% en volume, c'est très faible. C'est moins que ce qu'on a fait dans les années 2011-2019. Et dans les années 2011-2019, on a pris des mesures.
On a reculé l'âge de départ à la retraite en 2010. Ça a eu des effets quasiment sur toute la décennie. On a gelé le point de la fonction publique pendant toute cette période. On a réduit de 12 milliards d'euros les dotations de l'État aux collectivités locales, ce qui les a obligées elles-mêmes à faire des économies, d'abord sur leurs investissements et ensuite sur leurs dépenses de fonctionnement. On a fait plein de choses. Dans 2 ou 3 jours, à nouveau, dans cette note que va publier l'Institut Montaigne, on essaye d'estimer ce que serait la croissance des dépenses publiques si on ne faisait aucun effort, si on essayait de faire aucun effort, si on ne faisait aucun effort d'économie. Le résultat, alors c'est très conventionnel forcément comme calcul, mais le résultat, c'est qu'on aurait une croissance des dépenses publiques qui ne serait pas de 0,7% par an, mais de 1,7% par an. Donc il y a un écart de 1%. 1% par an, 1% des dépenses publiques par an, c'est à peu près 14 milliards d'euros par an. Donc, ça veut dire que ce que prévoit le gouvernement, ce qui est prévu pour simplement stabiliser la dette publique à l'horizon de 2027, c'est en réalité, il ne dit pas comment, évidemment, je n'explique pas comment, c'est en réalité de faire un effort d'économie de 5 fois 14 milliards, c'est-à-dire à peu près 70 milliards d'euros sur cette période. C'est un peu plus que ce qu'on a fait en fait dans le quinquennat précédent ou le quinquennat des années 2012, 2017, 2019. C'est un effort annuel qui est un petit peu plus important. Et donc toute la question qui se pose, c'est est-ce que c'est réaliste? Ça n'est pas. Je ne pense pas que ce soit réaliste dans la mesure où après 2 années de quoi qu'il en coûte. Je ne pense pas que la population soit prête à accepter de refaire finalement à peu près des efforts de même ampleur que ce qui a été fait pendant la décennie précédente. Donc, ça amène au point suivant. Si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à stabiliser la dette en maîtrisant les dépenses, qu'est-ce qui risque de se passer? De manière générale, si la dette publique augmente trop, parce que si on n'arrive pas à maîtriser la dépense, elle va continuer à augmenter. Si la dette publique augmente trop, il y a un moment, il risque d'arriver qu'un jour, les créanciers de l'État prennent peur. Et donc, s'ils prennent peur, ils ne prêtent qu'en demandant un taux d'intérêt plus élevé, en intégrant une prime de risque de plus en plus élevée. Évidemment, ça ne fait qu'aggraver le problème. Et donc, si tous les créanciers tout d'un coup se mettent à avoir peur, les taux d'intérêt montent très très fortement, ce qu'on a vu historiquement, et ça peut se terminer très mal par une crise ou l'intervention d'organismes extérieurs comme le FMI ou le mécanisme européen de stabilité qui oblige à prendre des mesures très douloureuses. Donc, le problème, c'est que les économistes ne savent pas à quel niveau d'endettement public ce genre de crise peut survenir. Comme tout le monde le sait, le Japon vit très bien avec une dette publique de 230% du PIB depuis 10 ans et n'a aucun problème. Certains économistes, il y a une dizaine d'années, avaient dit que le seuil au-delà duquel une crise pouvait survenir, c'était 90% du PIB. Les pays méditerranéens de la zone euro ont allègrement franchi ce seuil de 90% du PIB sans qu'il ne se passe rien. La seule chose que les économistes peuvent dire, c'est que une condition de soutenabilité de la dette, on parle de soutenabilité, c'est la capacité de l'État à honorer ses engagements, payer les intérêts de la dette et la rembourser, éventuellement, dans le cas de la France, toujours en réempruntant, et donc à garder la confiance de ses créanciers. Donc, pour que la dette soit soutenable et pour que les créanciers n'aient pas peur, les économistes disent il faut être au moins capable de stabiliser la dette en pourcentage du PIB en dehors des périodes de récession. Évidemment, la dette doit augmenter pendant les périodes de récession. Je n'ai aucun problème avec la hausse du déficit et la hausse de la dette qu'on a eue en 2020-2021. Mais ce que disent la plupart des économistes, c'est qu'une fois revenu dans une situation normale, il faut montrer en fait finalement qu'on reprend le contrôle de la dette.
C'est-à-dire qu'on est capable, on est capable de faire en sorte qu'elle n'augmente pas indéfiniment et qu'on ne va pas retomber dans un cercle vicieux d'augmentation de la dette publique. Donc, il faut la stabiliser. Alors, on a beaucoup réfléchi, il y a beaucoup de travaux économiques sur les conditions de stabilisation de la dette. On peut le résumer en disant qu'il y a deux types de situations dans lesquelles, qui consistent à comparer, avec deux cas de figure pour ce qui concerne le taux d'intérêt de la dette, le taux d'intérêt sur le stock de la dette et le taux de croissance du PIB en valeur. Soit le taux, si on est dans une situation dans laquelle le taux d'intérêt sur le stock de dette, pas le taux d'intérêt des nouveaux emprunts, mais le taux d'intérêt sur le stock de dette est supérieur au taux de croissance du produit intérieur brut, taux de croissance en valeur du produit intérieur brut. À ce moment-là, stabiliser la dette est très difficile. C'est très difficile. Ça peut devenir même impossible parce que ça nécessite d'avoir un excédent primaire, c'est-à-dire le solde primaire, c'est le solde sans la charge d'intérêt, en mettant de côté la charge d'intérêt. Donc, il faut dégager un excédent primaire d'autant plus élevé que la dette est importante. Donc, si vous laissez monter la dette à un niveau très élevé, il faut dégager un excédent primaire encore plus élevé et qui finit par devenir impossible parce que ça veut dire augmenter des impôts ou baisser les dépenses dans des conditions à des niveaux inacceptables. Donc, ça risque d'être très compliqué. En revanche, si on est dans une situation comme celle que l'on connaît aujourd'hui, que selon beaucoup d'économistes, on devrait continuer à connaître pendant encore longtemps, où le taux d'intérêt sur le stock de dette est inférieur au taux de croissance du PIB en valeur, c'est beaucoup plus facile. Mais plus facile ne veut pas dire forcément possible. Comme le montre la programmation, les projections du gouvernement, en fait, stabiliser la dette à 115% du PIB, c'est possible, mais ce n'est pas du tout évident. Ça nécessite quand même de ramener le déficit public vers 3% du PIB, et alors il va être spontanément, il va ne revenir que vers 5% du PIB en 2023, et donc ça suppose de faire des économies. Ça n'a rien, en réalité, ça n'a rien d'évident. Donc moi, je m'inscris en faux contre les économistes qui vous expliquent qu'à partir du moment où le taux d'intérêt est très faible et inférieur au taux de croissance, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème de solvabilité. Si, il y a des problèmes de solvabilité. Le déficit peut continuer à augmenter et à ce moment-là, la dette continuera à augmenter. Donc, il y a bien des problèmes. Donc, nous n'échappons pas, en fait, à la nécessité de stabiliser la dette et pour ça, de stabiliser le déficit, et ça ne va pas être simple. Alors, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en considération, évidemment, et qui fait qu'aujourd'hui, la France, comme tous les pays, la plupart des pays de l'OCDE d'ailleurs, se finance sans aucun problème à des taux d'intérêt très faibles. C'est l'intervention des banques centrales qui est nouvelle. La situation que je vous décrivais, ce que je vous disais, c'était ce qu'on pouvait dire il y a une dizaine d'années. Mais depuis une dizaine d'années, les choses ont changé puisque toutes les banques centrales se sont mis à acheter massivement des titres de dette des États. À la fin de 2020, la Banque de France, pour le compte de la BCE, détenait à peu près 20% de la dette publique française. Et à la fin de 2021, ça sera certainement encore beaucoup plus. Donc, les banques centrales, par ce type d'intervention, en fait, permettent de se financer très facilement. Et donc, à court, moyen terme, tant qu'elles vont continuer, il n'y a aucun risque en réalité. Donc, de nouveau, à ce moment-là, on peut se dire, finalement, il n'y a pas de problème. Il suffit que les banques centrales continuent à refinancer les États, reprêtent aux États lorsque ceux-ci leur remboursent leurs prêts et augmentent même la taille de leur bilan, continue comme ça, et il ne se passera jamais rien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas compter sur ces interventions de la Banque centrale indéfiniment. Le problème, c'est qu'elles risquent un jour ou l'autre d'arrêter, ou en tout cas de réduire le financement des États. Et la principale raison pour laquelle elles risquent de faire ça, c'est l'inflation. L'inflation, toutes les banques centrales ont pour mandat de lutter contre l'inflation. Certaines banques centrales, comme la Fed, ont d'autres objectifs que l'inflation, mais elles ont aussi quand même l'inflation, la lutte contre l'inflation parmi leurs objectifs.
Donc, si l'inflation repasse durablement au-dessus des objectifs des banques centrales, ça devient une hypothèse qu'on ne peut de moins en moins exclure au vu de ce qui est en train de se passer, mais il faudra que les banques centrales réagissent. Et comment les banques centrales vont-elles réagir? Elles vont réagir d'une part en augmentant, en faisant en sorte que les taux d'intérêt montent, et d'autre part en réduisant leur quantitative easing, c'est-à-dire en réduisant leurs achats de titres obligataires émis par les États, par les administrations publiques. Donc ce jour-là, les États devront se revenir plus sur les marchés. Et donc, on revient au problème antérieur, c'est-à-dire qu'il faudra de nouveau, je veux dire, avoir la confiance des marchés et leur prouver qu'on est capable de stabiliser la dette, en tout cas qu'on en garde le contrôle si on veut éviter qu'ils prennent peur et qu'ils ils exigent des primes de risque trop élevées. Alors, il y a une autre raison d'ailleurs aussi. Alors, ou plutôt, je peux présenter les choses différemment. Les marchés, les économistes, etc., dans le cas de la zone euro, peuvent se dire oui, mais bon, même si un État de la zone euro se retrouve en difficulté parce que la Banque centrale a augmenté ses taux d'intérêt, réduit ses achats de titres publics, s'il se retrouve en difficulté, la Banque centrale interviendra quand même et elle concrétisera ce que finalement Mario Draghi a dit en 2012 en disant « whatever it takes », on interviendra. Ce qu'ils oublient, en fait, c'est que ce programme d'intervention, alors pour des quantités illimitées d'achat de titres publics par la Banque centrale, ce programme, il existe. Ce programme qui concrétise le « whatever it takes » de Mario Draghi, il existe, il n'a jamais été utilisé, mais il existe, potentiellement il peut être utilisé, mais sous condition. La condition, c'est que l'État concerné qui en bénéficierait passe un accord avec ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, qui est une sorte de FMI européen qui a été créé au début des années 2010, qui a, par exemple, c'est lui qui a aidé la Grèce. Mais pour passer un accord avec ce mécanisme européen de stabilité, ça veut dire accepter des réformes qui permettent de rééquilibrer les comptes publics. Et donc, ça n'est pas du tout automatique. Au début de la pandémie, l'Italie, le gouvernement italien a fait savoir qu'il n'accepterait jamais de passer un accord avec le mécanisme européen de stabilité. Alors, il n'en a pas eu besoin parce que la BCE a mis en place un programme exceptionnel pandémie d'achat de titres liés à la pandémie, mais c'est un programme qui est limité, qui devrait d'ailleurs se terminer d'ici dans 2 mois. Et donc, au-delà, on risque à nouveau de se retrouver dans la situation antérieure où la Banque centrale européenne interviendra moins et n'interviendra pour des quantités illimitées pour sauver un État que dans des conditions qui ne sont pas forcément acceptables politiquement. Donc, il n'y a rien d'automatique. Donc, j'en reviens toujours au même point, c'est dans ces conditions-là, si on ne veut pas prendre de risques, il faut mieux éviter de laisser l'endettement public augmenter. Et donc, il faut faire finalement ce que le gouvernement prévoit de faire dans sa programmation, c'est arriver à réduire suffisamment le déficit pour arriver au moins à stabiliser la dette à 115% du PIB. Alors, l'autre dernier problème qui se pose, c'est, donc je vous dis, ce qui serait bien, c'est d'arriver à ramener le déficit public vers 3%, ou peut-être même un peu plus que 3%, entre 3 et 3,5% du PIB, pour arriver à stabiliser la dette à 115% du PIB. Vous allez me dire, oui, mais il y a des règles budgétaires dans la zone euro, selon lesquelles le déficit doit être au maximum de 3% du PIB et la dette doit être inférieure à 60% du PIB, ou si elle est supérieure à 60% du PIB, elle doit diminuer, non pas être stabilisée, mais diminuer pour se rapprocher de 60% du PIB. Donc, ce que je vous dis est contraire aux règles budgétaires de la zone euro. Alors, comme vous le savez, ces règles budgétaires vont être négociées.
Quel sera le résultat de cette renégociation? Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas quelle est la bonne solution, comment on va faire pour s'en sortir. Je reviens à ce que je vous disais au début, au sein de la zone euro, on a un décalage tellement important, un fossé tellement important, et donc des intérêts fortement divergents entre les pays du Nord et du Sud, que je me demande bien comment on va faire pour trouver une solution et en tout cas pour trouver des règles communes qui pourraient remplacer les règles actuelles. Donc, je ne sais pas très bien comment cette histoire va se terminer. Voilà. Donc, je vois que vous avez plein de questions. Je ne les ai pas regardées en parlant. Merci beaucoup, François. C'est passionnant, votre propos introductif. Effectivement, il y a déjà pas mal de questions. Certaines, vous avez, au fur et à mesure, déjà pré-répondu. Mais bon, je vous posais les trois premières, et puis pour aller plus vite sur celles où vous avez déjà répondu et vous attarder plus sur les autres. Donc, quel est le risque, première de Jacques Verdon, quel est le risque de stabiliser la dette publique autour de 115%? On a vu que le Japon vit une dette de plus de 200% depuis longtemps. Et puis, on peut aussi parler des US qui ont quand même une dette assez importante. Donc, Hubert Lévy-Lambert qui nous dit croissance, mais peut-être le vrai sujet, c'est la diminution des dépenses publiques. Vous avez fait un article récemment qui a fait beaucoup de retentissement sur ce que coûte la SNCF à la puissance publique, et je crois que c'est 17 milliards. Oui. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas des leviers de réduction de la dépense publique par-ci par-là? Et Daniel Redélé qui nous demande si vous connaissez le modèle de simulation de Xavier Timbaud de l'OFCE qui permet de jouer des scénarios de politique publique pour gérer la dette téléchargeable et d'utilisation. Et on voit qu'on peut au mieux stabiliser la dette française avec les politiques. Donc, je voulais des trois premières questions. Voilà. Et je vous laisse répondre à celle-ci avant le deuxième batch. Aucun économiste n'est capable de vous dire qu'il faut stabiliser la dette à 100, à 115, à 130 ou à 150% du PIB, parce que finalement, le risque de crise des finances publiques dépend de caractéristiques propres à chaque pays et à chaque période. Il dépend de caractéristiques aussi subjectives d'ailleurs et aussi difficiles, peut-être même impossibles à quantifier, que par exemple la crédibilité des politiques publiques. En fait, les États sont dans la même situation que des entreprises ou des ménages face à leurs banquiers. S'ils arrivent à persuader leurs banquiers que tout baigne, que leurs perspectives sont enthousiasmantes et qu'ils rembourseront toujours leur crédit, même s'ils sont très endettés, il n'y aura pas de problème. Si leurs banquiers commencent à avoir des doutes sur leur sincérité, sur ce qu'ils racontent, etc., ils peuvent avoir des problèmes très rapidement. Enfin, c'est pareil pour les États. Et donc ça, les problèmes, ils peuvent arriver à 100% du PIB, à 150%. Le Japon vit très bien avec une dette depuis 10 ans à 230% du PIB. L'Espagne a eu des problèmes en 2011-2012, alors que fin 2010, sa dette était à peu près de 60% du PIB. Elle était complètement dans les clous, l'Espagne. La grande différence, par exemple, c'est une autre des raisons, une des principales différences entre le Japon et l'Espagne, en fait, c'est que le Japon a une épargne considérable qui permet aux Japonais de financer eux-mêmes très facilement l'État japonais. Et non seulement ils financent l'État japonais, mais ils ont même encore une épargne suffisante pour financer le reste du monde et les déficits des autres. Et comptablement, ça se reflète dans un excédent de la balance des paiements courants qui est très important au Japon, alors que dans l'Espagne est encore assez largement dans une situation totalement inverse. C'est-à-dire d'un pays qui avait en 2010, qui a encore d'ailleurs un déficit de ses paiements courants très important et qui est doté dans une situation d'endettement net vis-à-vis du reste du monde. Donc, ce sont des situations qui sont totalement différentes. Donc, vous voyez, dans les facteurs qui peuvent expliquer le déclenchement du crise, vous avez la crédibilité des politiques publiques, vous avez la solidité des institutions, vous avez les déséquilibres extérieurs, vous avez la capacité éventuellement à augmenter les impôts ou à réduire les dépenses publiques. Il y a des tas de facteurs souvent très quantifiables. C'est pour ça
Peut-être que finalement, stabiliser la dette, moi je pense que si on arrivait la France arrivait vraiment à stabiliser sa dette à 115 points de PIB, ça serait très bien. Ça serait très bien. Après, le seul problème, celui que j'évoquais à la fin, c'est les règles budgétaires de la zone euro. Bon, il va falloir qu'on accepte au niveau de la zone euro, et ça ne va pas être simple, qu'un pays comme la France peut stabiliser sa dette à 115% du PIB. Parce que le problème, c'est d'être crédible. C'est qu'il n'est pas du tout évident, donc on y arrive. Et on a montré dans le passé qu'on n'était pas capable de stabiliser la dette publique. Pour stabiliser sa dette publique, il faut arriver déjà à stabiliser le déficit public, soit le déficit total, soit le déficit primaire. Si vous regardez l'historique du déficit public français depuis 60 ans, ou du déficit primaire, il est sur une tendance croissante. Il y a une tendance qui est très nette. Il n'est pas stable du tout. Il est sur une tendance croissante. Donc, il augmente fortement le déficit dans les périodes de crise. Ensuite, il diminue, mais il ne revient jamais à son niveau antérieur. Et donc, de crise en crise, il continue, il augmente. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, si on était capable de prouver qu'on peut stabiliser la dette à 115 points de PIB, moi je pense que ça serait déjà très bien. Alors, pour faire ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. C'est augmenter les impôts ou baisser les dépenses. Augmenter les impôts, comme vous le savez, on est déjà le numéro 1 ou numéro 2 de l'OCDE. C'est comme pour le niveau de la dette ou des dépenses. Il n'y a pas, aucun économiste n'est capable de dire qu'il y a un niveau maximal de prélèvement obligatoire. Bon, à 100%, évidemment, on a un problème, mais on ne sait pas si le niveau maximal de taux de prélèvement obligatoire, c'est 45, 50, 55. Moi, ce que je dis, c'est que simplement, on ne peut pas avoir un taux de prélèvement obligatoire beaucoup plus élevé que celui de ses voisins. Sinon, on finit par avoir des problèmes de compétitivité des entreprises et d'attractivité du territoire. Donc, le problème de la France, c'est qu'on est le numéro 1 et numéro 2. Donc, on a des prélèvements beaucoup plus élevés que ceux de la plupart de nos concurrents. Le problème, il est là. Il n'est pas dans le niveau absolu des prélèvements obligatoires. Et donc, dans ces conditions-là, il faut jouer sur les dépenses publiques, qui, elles aussi, pour lesquelles aussi, on est numéro 1 de l'OCDE. Et on peut le faire, Il y a des tas d'économies possibles. Alors, ça va être très difficile parce qu'après, surtout après 2 années de quoi qu'il en coûte, qui par ailleurs étaient parfaitement justifiées, moi je ne remets pas du tout en cause tout ce qu'on a fait là pour soutenir l'activité pendant la crise. À partir du moment où c'était des mesures temporaires, pour moi, ça ne posait aucun problème. Mais maintenant, il va falloir revenir à une situation plus normale. Il va falloir réussir à faire des économies. Et donc, politiquement et socialement, ça va être très difficile. Il faut en faire, c'est possible, mais économiquement, c'est possible. Politiquement, c'est moins évident. Quant au modèle de l'OFCE, oui, je connais. Bon, c'est très intéressant. C'est un petit modèle clé en main. Bon, après, dans lesquels vous pouvez modifier des tas de paramètres et finalement faire un peu ce que vous voulez. C'est un peu aussi peut-être le défaut de ce modèle, c'est que ça permet en fait de démontrer à peu près n'importe quoi, puisque vous modifiez des tas de paramètres, vous allez modifier la valeur du multiplicateur keynésien, etc. Donc, vous pouvez trouver ce que vous avez envie de trouver. Mais sinon, c'est pédagogique, ça montre un certain nombre de choses. Oui. Merci François. Alors, d'autres questions. Alors, pourquoi aucun candidat, apparemment, ne met en avant la réduction des déficits de la dette actuellement? Ça, c'est une première question. Deuxième question, s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, est-ce que tout ce qu'on dit sur la stabilisation de la dette peut être mis en cause? Là, il y avait dans le Figaro un article intéressant sur la hausse des taux d'intérêt partout dans le monde depuis un mois. Donc, on voit à peu près 30 points de base d'augmentation depuis un mois. On voit que le taux allemand est proche de redevenir positif, le taux à 10 ans. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi? Question de Gérard Dréan. Pourquoi dit-on acheter de la dette au lieu de créer de la fausse monnaie et demander qu'elle soit remboursée quand on voit l'action de la Banque centrale européenne? Et dernière question de ce groupe de questions,
où j'en mixe deux, celle de Bertrand Lépinois et celle du Berlier-Veillenbert, il faut mieux investir et moins faire de dépenses courantes ou de dépenses de fonctionnement, on peut dire, mais et lié à ça, la question d'Uber, quelles économies? Donc, si on réduit les dépenses du public, est-ce que vous voyez certaines économies, entre guillemets, prioritaires ou plus faciles à faire pour cela? Alors, sur le discours politique, sur la dette, on en parle quand même des finances publiques dans le discours politique. C'est quand même, notamment parce que, je dirais, dans l'électorat du centre et de droite, c'est quand même un thème très important. Il y a quand même une bonne partie des électeurs, à la fois des Républicains et d'En Marche, qui sont sensibles à l'augmentation des déficits de la dette, etc. Donc, il y a de ce côté-là de l'hémicycle, il y a quand même un discours du type, oui, il faut arriver à reprendre le contrôle de la dette, il faut réduire les déficits, il faut maîtriser les dépenses publiques, on ne faut surtout pas faire ça en augmentant les impôts. Voilà. Donc, il y a un discours général. Le problème, c'est que je ne vois pas bien derrière les mesures qui sont proposées pour y arriver. Je vois plutôt quand même beaucoup de mesures conduisant soit à augmenter les dépenses, soit à réduire les impôts. Voilà. Donc, il y a un discours, mais qui n'est pas étayé, pour moi, par des mesures très concrètes. Alors, sauf quand même sur un point, il y a une mesure, d'ailleurs pour répondre à la question, à la dernière question sur quelles économies envisageables, il y a une mesure qui est proposée du côté, voilà, chez les Républicains, qui était proposée par En Marche, qui va probablement être reproposée proposée à nouveau En Marche, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la mesure la plus pertinente, parce que non seulement elle permet de réduire le montant des pensions, puisqu'il y a moins de retraités, donc il y a moins de pensions. Mais le principal avantage pour moi de cette mesure, c'est que, comme je ne suis pas malthusien, je pense que si on augmente la population active en faisant en sorte que les gens partent plus tard en retraite, on a peut-être un effet. On a peut-être un peu plus de chômeurs au départ, à court terme, oui, bon, forcément, mais à moyen long terme, ça se traduit surtout par plus d'emplois et plus de croissance. Et donc, c'est le principal avantage de cette mesure, hein. C'est la meilleure mesure d'économie. Parce que non seulement, voilà, non seulement on fait des économies, mais en plus, ça permet d'avoir plus de croissance et plus d'emplois. Donc, voilà, alors après, je reprends dans l'ordre les questions. Il y a une question sur les taux d'intérêt. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la petite formule mathématique qui est devenue très célèbre et qui vous dit quel est le solde primaire qui permet de stabiliser la dette à un certain niveau en fonction du taux d'intérêt de la dette et du taux de croissance du PIB, le taux d'intérêt de la dette qui est pertinent, c'est le taux d'intérêt moyen sur le stock de dette. Par exemple, aujourd'hui, enfin même déjà depuis 2 ans, le taux d'intérêt des nouveaux emprunts, il est à zéro, quasiment zéro, ou même négatif. Mais le taux d'intérêt sur le stock de dette à la fin de 2020 ou de 2021, enfin en 2021, le taux d'intérêt sur le stock de dette à la fin de 2020, il était encore de 1%. Il était beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce qu'on continue à payer des intérêts et la charge d'intérêt, elle n'était pas de zéro, elle était de 30 milliards. Parce qu'on continue à payer des intérêts sur des emprunts anciens à des taux d'intérêt très élevés. Et donc, en fait, ce taux d'intérêt sur le stock de dette, il est très inerte. Il est très inerte. Il ne bouge que il baisse depuis la création de l'euro. Il baisse depuis 20 ans, mais très progressivement, au fur et à mesure qu'on remplace des anciens emprunts qui, avant l'euro, étaient parfois à 10%, par des emprunts à des taux d'intérêt beaucoup plus faibles et qui aujourd'hui sont à zéro. Donc, il y a une très grande inertie qui fait qu'il est encore à 1%, il va continuer à baisser. Il va continuer à baisser et si les taux d'intérêt sur les nouveaux emprunts continuent à remonter, effectivement, il va finir par remonter, mais c'est très lent. C'est très, très lent. Et donc, on est devant quand même, c'est vrai qu'on est devant une période qui pourrait être assez longue, dans laquelle ce taux d'intérêt moyen sur le stock de dette, il va rester très faible et inférieur au taux de croissance du PIB en valeur
même si on a un taux de croissance qui est relativement faible. Le problème, c'est que si voilà, ça évolue très progressivement, mais avec une grande force d'inertie. Et donc, si aujourd'hui les taux d'intérêt sur les nouveaux emprunts augmentent fortement, ben, ça va se traduire quand même progressivement, mais inéluctablement, et ça va finir par avoir, ça va finir par faire quand même remonter ce taux d'intérêt sur le stock de dette et la charge d'intérêt en milliards d'euros à des niveaux qui peuvent être potentiellement peuvent être très élevés. Donc il faut il faut se méfier. Il y a une grande inertie dans un sens et dans l'autre aussi, mais ça peut aller très loin dans les deux sens. Ok, merci. Et alors, quelles étaient les autres? J'ai dû oublier une ou deux questions. Non, je pense que vous avez répondu à tout. Peut-être, est-ce que vous avez encore d'autres idées de mesures pour réduire la dépense? Parce que, bon, vous avez, ouais, en tant qu'ancien magistrat de la Cour des comptes, vous avez peut-être cet œil aguerri sur là où on peut couper, enfin, là où il y a des dépenses qui ne sont pas optimales ou excessives. Est-ce que, bon, vous avez parlé de la réduction, enfin, l'augmentation plutôt de l'âge de départ à la retraite pour aussi faire des économies sur ce plan-là. Mais est-ce que vous voyez d'autres sources d'économies? Quand on fait des comparaisons on peut faire des comparaisons internationales, notamment avec les autres pays européens, en décomposant les dépenses publiques par fonction, les retraites, la santé, la défense, l'éducation, etc. Quand on voit ça, on voit que c'est pas sur un. Alors, on voit qu'il y a un gros écart qui est sur les retraites, mais parce que dans tous les pays, c'est le poste le plus important. Mais en fait, sur quasiment tous les postes, on dépense plus que dans les autres pays. Il y a un seul poste sur lequel on dépense autant ou un peu moins que dans les autres pays, c'est le poste justice et sécurité intérieure. C'est quand même intéressant en ce moment. Mais sur tous les autres postes, on dépense plus. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a des économies, il faudrait en faire un peu partout. Alors, d'un côté, il y a les prestations sociales. Prestations sociales, c'est les retraites et c'est la santé. Je pense qu'on peut faire des efforts. Il y a des économies encore à faire sur les dépenses de santé. Il y a des gaspillages considérables dans le système de santé. Il y a des problèmes de coordination entre l'hôpital, la médecine de ville, etc., qui devraient, si on arrivait à les résoudre, au moins à les limiter, permettraient de faire des économies. Alors, on parle beaucoup en ce moment, on va reparler cette semaine, de grandes sécu, etc. Moi, je suis très favorable en fait à une idée qui est d'un peu différente, qui consiste à mettre en place ce qu'on appelle un bouclier sanitaire. On va en reparler là, probablement dans les jours qui viennent, qui consiste à dire, voilà, ce qui est laissé par la sécurité sociale à la charge des ménages ne dépassera jamais, par exemple, 3% de leurs revenus. Si ça dépasse 3% de leurs revenus, après, ils sont remboursés jusqu'à la fin de l'année à 100%. À partir du moment où vous mettez en place ce genre de choses, vous pouvez augmenter les franchises et les tickets modérateurs, puisque vous allez, par définition, protéger les ménages, faire en sorte que ça ne dépasse jamais un certain pourcentage de leurs revenus. Et en faisant cela, vous pouvez augmenter globalement ce qui est payé par les ménages. Et donc réduire les dépenses de remboursement, parce que ce qui compte, c'est les remboursements de l'assurance maladie. En fait, ça revient à un transfert. Enfin voilà, il y a bien quelqu'un qui va payer, ce sont les ménages les plus riches qui vont payer. Parce qu'ils seront bien, eux aussi, ils seront protégés par ce bouclier à hauteur de 3% de leurs revenus, mais 3% de leurs revenus, pour eux, c'est beaucoup plus. Bon. Donc, on peut faire ce genre de choses. Voilà, il y a des réformes à faire en matière de santé. Et en dehors des prestations sociales, c'est les services publics. Les services publics, c'est essentiellement de l'emploi public. Je ne pense pas qu'il y ait des économies à faire en matière de rémunération, parce que pour des tas de raisons, après 10 ans de gel du point de la fonction publique, on commence à avoir des problèmes de recrutement, etc. En revanche, je suis sûr qu'il y a matière à réduire le niveau des effectifs. L'État a déjà fait des efforts, mais il peut continuer à en faire. Et dans les collectivités locales, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour réduire les effectifs
les effectifs de fonctionnaires. Et pas seulement là pour critiquer implicitement certaines candidates, pas seulement dans les administrations administrantes. Ceux qui ont des tâches un peu qu'on pourrait qualifier de bureaucratiques dans les administrations, ils ne sont pas très nombreux en réalité. En réalité, les fonctionnaires, ils sont sur le terrain, la plupart d'entre eux, mais on peut quand même réduire leurs effectifs. Pour ça, il faut plus de mobilité, en particulier parce qu'il y a des endroits où il y a des sureffectifs, d'autres où il y a moins d'effectifs. Il faudrait mieux faire en sorte que les fonctionnaires soient là où on en a besoin et qu'il n'y en ait pas trop là où on en a moins besoin. Et globalement, à travers ce genre de transfert, on doit pouvoir arriver à réduire les effectifs publics. Réduire les effectifs publics de 1% par an à volume de services constant, c'est faire des gains de productivité de 1% par an. Les entreprises sont tout à fait capables de faire ça dans les services. Faire 1% de gain de productivité par an, ce n'est pas énorme. 1% de gain de productivité par an sur 5 millions de fonctionnaires, ça fait quand même 50 000 emplois par an, de moins par an. Merci François. Alors, je vais vous poser le dernier batch de questions et puis j'en ajouterai une. Donc il y a à nouveau une question par rapport au modèle de Xavier Timbaud. Est-ce que ça permet de faire un meilleur dialogue entre la France et l'Allemagne? Alors, est-ce qu'il y a peut-être une réflexion aussi organisée au sein de la zone euro qui est utile pour la réduction de l'amélioration de nos finances publiques? Est-ce qu'il faut le faire peut-être en concertation avec certains autres pays de la zone euro? On a parlé un jour de transfert au sein de la zone euro, ou peut-être si l'Allemagne accepte de dépenser plus, et donc ça peut aider. Peut-être ça, c'est une remarque intéressante. Ensuite, est-ce qu'il ne faut pas aller en particulier voir du côté des EPIC et des EPA? Donc, on a parlé de la SNCF, qui, je crois, c'est une SA, mais bon, tous les opérateurs de l'État ou les opérateurs publics, c'est là où il y a les plus grosses sources d'économie. Hubert qui nous fait remarquer aussi que le Ségur de la santé, ça ne va pas dans le sens d'une réduction, d'une amélioration de nos finances publiques, ainsi que l'indemnisation du chômage aussi, c'est une des réformes récentes. Comment ça impacte les finances publiques? Et alors moi, la question que j'aimerais ajouter, c'est il y a un débat qui commence à arriver et qui, je crois, tient à cœur aussi beaucoup à Hubert et à Yves Sursaut, c'est le déficit commercial. Et donc, on a parlé beaucoup aux États-Unis il y a beaucoup d'années et toujours maintenant du twin déficit. Et la France, ça devient vraiment le roi du twin déficit aussi, parce qu'on a un déficit commercial et un déficit public énorme. Et est-ce que vous pensez déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être du lien entre les deux? Est-ce que c'est deux phénomènes indépendants, ou est-ce qu'on peut dire que les deux déficits ont vraiment une relation économique l'un avec l'autre? Et moi, j'aimerais aussi peut-être espérer, est-ce qu'il n'y aurait pas un chemin optimiste où si on relance notre production, notre appareil productif et qu'on consomme moins, du coup, on peut faire les deux. On peut améliorer notre commerce extérieur et en même temps améliorer nos finances publiques. Voilà. Donc, c'est peut-être la question subsidiaire que je voulais vous poser aujourd'hui. Voilà, je vous laisse répondre à ce dernier batch de questions. Et dernière remarque de Daniel Redélé, attaquer l'absentéisme dans l'administration. C'est comme un sujet. Voilà. Je vous laisse répondre à tout ce lot de questions et conclure pour ce webinaire. Alors, le modèle de l'OFCE, je ne suis pas sûr qu'il soit utilisé dans le dialogue franco-allemand parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Il y a depuis toujours et en permanence un dialogue quand même très élaboré entre les deux ministères de l'économie et en particulier entre les directions du Trésor, enfin l'équivalent allemand de la direction du Trésor, qui ont chacun leur modèle, qui ont quand même un peu les mêmes mécanismes en tête. Et donc, ils n'ont pas forcément besoin du modèle de l'OFCE pour le faire, ils le font depuis très longtemps. Après, ils ont il y a des positions qui sont pas les mêmes. Hein. Même les économistes avec les mêmes modèles peuvent en tirer des conclusions différentes. Mais cette question européenne me fait penser quand même à quelque chose que je n'ai pas dit et qui est quand même très important, parce qu'au niveau européen, il y a quand même la meilleure, ce que j'ai oublié finalement, c'est la meilleure solution. La meilleure solution au niveau européen,
C'est ce qu'on a fait avec les décisions qui ont prises en juillet 2010, c'est-à-dire de dépenser et de s'endetter au niveau de l'Union européenne, de mettre en commun des dépenses et des dettes, parce que là, effectivement, ça soulage les finances publiques de chaque État. L'Union européenne a une capacité à s'endetter qui est aujourd'hui considérable, puisqu'elle est, pour le moment, jusqu'à 2020, elle n'était pas endettée, elle n'avait pas le droit de s'endetter. Donc, elle ne fait que commencer à s'endetter. Et donc, là, il y a une possibilité. Le problème, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, pourquoi est-ce que ça a été si difficile à décider en 2020 et pourquoi est-ce qu'à mon avis, on ne va pas aller beaucoup plus loin, c'est parce qu'à partir du moment, d'ailleurs, à partir du moment où vous décidez d'un budget commun, des dépenses communes, la question qui vient tout de suite après, c'est on dépense quoi pour qui? C'est-à-dire on dépense dans quel domaine et en faveur de quel pays finalement. Et inévitablement, si vous dites budget commun, vous dites d'une façon ou d'une autre, implicitement ou d'une autre, vous avez des transferts entre les pays. Et donc, depuis les débuts de la construction européenne, les questions budgétaires européennes, chaque année sur le budget européen, en fait, sont toujours les mêmes. Chaque État a ses propres priorités, veut favoriser l'agriculture, la recherche, l'industrie, le spatial, etc. Et puis surtout, veut en récupérer une bonne partie pour lui. Et donc, derrière les discussions entre les pays européens, il y a ce qu'on appelle les taux de retour, c'est-à-dire combien me revient à chaque fois que je mets 1 euro au budget européen. Et ces questions sont insolubles. Et le débat qui a eu lieu en juillet 2020, la raison pour laquelle ça a été si difficile, c'est parce que, comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre de pays dits frugaux. On dit on n'a pas vraiment envie de payer pour les Italiens, les Espagnols, les Français, etc. Alors, ils ont fini par l'accepter. Et donc, on a pris ces décisions parce qu'on était dans des circonstances exceptionnelles. On était dans une situation avec une pandémie dont personne n'était responsable. Les Italiens n'étaient pas responsables de cette pandémie. Personne n'en était responsable. Donc, la solidarité politiquement ne pouvait en fait pas se refuser longtemps. Donc, les Hollandais, les Finlandais, etc., ont fini par lâcher. Ils ont accepté. Mais le jour où on reviendra dans une situation normale, et si jamais un pays comme l'Italie ou la France, tout d'un coup, par exemple, se met à non pas reculer l'âge de départ à la retraite, mais le ramener à 60 ans, ce qu'avaient commencé à faire les Italiens, ça ne marchera plus du tout, ça. Ça ne marchera pas. Donc, c'est la bonne solution, mais ça veut dire aller vers plus de fédéralisme au niveau européen. Et un pays comme la France est prêt budgétairement à le faire, mais pas politiquement. Et les frugaux sont prêts à le faire. Les Hollandais sont favorables à plus de fédéralisme politique, mais pas au transfert du nord vers le sud. Voilà. Donc, on est devant ce genre de contradictions qui font que c'est sans doute la meilleure solution, mais malheureusement, je suis pessimiste. À nouveau, là aussi, je suis pessimiste. L'autre meilleure solution, c'est celle que vous avanciez à la fin, c'est augmenter le potentiel de croissance. Bien sûr, j'aurais dû dire ça aussi, si on peut augmenter le potentiel de croissance, surtout si on augmente la production et en consommant, sans consommer autant, ça permet de résoudre tous les problèmes. La difficulté, c'est que le problème, c'est que tous les gouvernements, là aussi, il y a un biais dans les campagnes électorales. Tous les gouvernements annoncent qu'ils vont faire des tas de mesures très intelligentes qui vont permettre d'augmenter le potentiel de production. Ça ne sait pas, après coup, on s'aperçoit que ça n'était pas aussi intelligent et si pertinent. Mais les économistes eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas d'accord sur les mesures qui permettraient d'augmenter le potentiel. Donc oui, c'est c'est aussi une très bonne solution. Mais comme disait, je crois que c'était Raymond Barre qui disait, mais on ne décrète pas un taux de croissance. De même qu'on ne décrète pas d'ailleurs un taux d'inflation. Donc, on peut prendre des mesures qui favorisent, bien sûr, mais si on est prudent, il ne faut pas trop compter sur la croissance pour réduire les déficits jumeaux. Parce qu'en effet, oui, il y a un lien entre le déficit public et le déficit commercial. Il y a un lien mécanique d'abord, toute chose égale par ailleurs.
si vous augmentez le déficit public, vous avez au moins à court terme des effets keynésiens favorables sur la consommation. Vous augmentez les revenus des ménages, donc ils consomment un peu plus, et ils ne consomment pas seulement des produits français, ils consomment des produits importés. Donc vous avez un effet mécanique, toute chose égale par ailleurs, sur le déficit commercial. Donc il y a probablement un lien de ce type en partie entre le déficit public et le déficit commercial de la France. Et vous avez raison de dire que ça renvoie à ce que je disais sur la différence entre l'Espagne et le Japon. Le problème de l'Espagne, c'est que l'Espagne a toujours un endettement net vis-à-vis de l'extérieur très important. Ça commence à être le cas de la France. On avait un endettement net vis-à-vis du reste du monde qui était quasiment nul au début des années 2000. Mais depuis le début des années 2000, on a quasiment systématiquement un déficit de notre balance des paiements courants. Et donc, on a un endettement net vis-à-vis du reste du monde qui augmente systématiquement. Aujourd'hui, il doit faire à peu près 30 points de PIB. Ce n'est pas encore catastrophique, mais ça continue. Voilà, c'est comme la dette publique. Il faudrait arriver un jour à stabiliser. Mais pour le moment, on n'est pas sur la voie de la stabilisation. On est sur une tendance mauvaise. Donc, il y a un lien entre les deux. Et c'est vrai que l'endettement extérieur est peut-être aussi important que l'endettement public. Oui, oui. Et les deux jouent ensemble, sont liés. Je ne sais plus quelles étaient les autres questions. Je pense que vous aviez répondu. C'était aussi l'idée, est-ce qu'il n'y a pas des EPIC et des EPA où on pourrait faire des économies? Oui, bien sûr. Il faut oui, c'est dans toute la sphère publique. Donc, c'est sûr qu'il y a des… Alors après, on dit souvent, on a beaucoup trop on ne parle pas d'agences en France, mais beaucoup trop d'établissements publics, d'organismes publics, etc. Il y a eu un moment, c'était il y a une vingtaine d'années, où le modèle en matière de gestion publique, c'était le modèle scandinave, anglais, dans lequel on a des ministres qui prennent des décisions importantes et qui délèguent leurs responsabilités à des agences autonomes avec des directeurs auxquels on dit bon, voilà quels sont vos objectifs et quels sont vos moyens. Donc, débrouillez-vous pour atteindre ces objectifs avec ces moyens. Et puis ensuite, dans 2 ou 3 ans, on vous jugera sur vos résultats et puis vous serez récompensé ou sanctionné. On a commencé à faire ça un peu en France. C'était l'esprit de la LOLF, de la loi organique sur les lois de finances de 2001. Et donc, ça a conduit à déléguer un certain nombre de choses à ce qu'on appelle des opérateurs. En France, on n'appelle pas ça des agences, on appelle ça des opérateurs de l'État. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et le problème, c'est qu'on a cette politique, cette idée consistant à dire on va passer avec ces opérateurs des contrats de moyens et d'objectifs. En théorie, c'est ce qu'on fait en France. En théorie, ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va le faire, en tout cas. Mais dans la pratique, on s'aperçoit que ces contrats d'objectifs et de moyens, soit ils ne sont jamais passés, soit ils sont passés et 6 mois après, ils sont caducs. Enfin, voilà. Donc, on n'est jamais allé vraiment au bout de cette logique, malheureusement. Ok, en tout cas, merci beaucoup François pour avoir répondu franchement à toutes ces questions et merci à tous les participants. Dans le chat, il y avait donc Bertrand qui nous a rafraîchi la mémoire sur les équations avec les agrégats économiques. Ça rappelle nos cours de macro sur la relation d'études-déficit. Et Hubert, avec son franc-parler, nous a dit voilà, que le discours pour augmenter le pouvoir d'achat va en fait dans la mauvaise direction et qu'il faudrait dire travailler plus pour gagner moins. Le slogan électoral où on n'est pas sûr d'être élu. C'est pas très vendeur. Mais au moins qui améliorera les choses. Il y a la fraude sociale aussi, qui est un sujet que Fabienne évoquait, un sujet important aussi, où il y a probablement des sources importantes d'économies à faire. Et puis le fait qu'on n'a pas diminué les effectifs des ministères aussi. En tout cas, voilà, un gros sujet et on est très heureux de vous avoir entendu parce que ça démarre bien l'année.
Je vois des pouces levés et puis c'était vraiment passionnant et on a hâte que nos camarades puissent visionner la vidéo très bientôt. Voilà, merci beaucoup François. Merci. Et le prochain orateur, s'il n'y en a pas un d'ici là, ce sera Jacques Attali en février, qui nous parlera aussi d'un livre qu'il a fait un peu avec certaines mesures qu'il propose, notamment dans le contexte de cette présidentielle. Et voilà, très bonne soirée à tous et merci encore d'avoir été là avec nous. À Au bientôt, revoir. François. À Merci bientôt. à toi, Laurent. À bientôt, au revoir. Merci, François. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.